Bonjour jolies âmes, c'est Karine. Bienvenue sur Calcédoine. Je vous espère toujours bien en vous. Aujourd'hui, un autre regard, un nouvel invité. À propos du regard, vous savez qu'on dit que les yeux sont les miroirs de l'âme. Et c'est ce qui nous intéresse ici sur Calcédoine, c'est de nouveaux regards, de nouveaux points de vue, des opinions de tous horizons. C'est tout ce qui compte, partager. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre invité du jour. Je vous le présente, Julien Perron, et nous allons découvrir ensemble son parcours, ses points de vue. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue, bienvenue et merci pour la Merci. réponse positive à l'appel de Calcédoine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu es d'accord, Julien, pour nous parler un petit peu de toi dans le petit temps là que tu nous consacres, nous parler un petit peu de toi, de tes projets, de tes activités. Si tu es d'accord également de nous faire un petit point sur le regard du monde actuel, ce qui se passe en général sur nos terres et puis sur nos terres intérieures aussi, du coup. Et puis on parlera du cadeau que tu nous fais en ce moment, si tu es d'accord. Ok. Oui, Ça marche. ça marche. Alors déjà, moi, je me considère avant tout comme un citoyen. Et c'est important de le dire parce que bon, c'est vrai qu'on a cette tendance à mettre des étiquettes assez rapidement pour identifier qui on est, ce qu'on fait. Enfin, on met des étiquettes un peu partout. Donc moi, déjà, à la base, vraiment, je me considère comme un citoyen. Pour remonter un peu en arrière, il faut remonter... j'avais 23 ans, donc là, j'ai 41 ans. Et donc à l'époque, à 23 ans, j'ai créé une entreprise. Je dis souvent dans ma petite chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage, sans ascenseur. Et puis pour l'originalité, si c'en est une, c'est que j'ai pas de diplôme, donc non pas que j'ai pas essayé de passer des diplômes, mais donc j'ai zéro diplôme. Et puis à l'époque, j'avais pas d'argent non plus pour me lancer comme ça dans la création d'entreprise, et pas forcément le bagage technique, parce que à l'époque, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable. Donc en fait, je ne savais pas que j'étais en train de créer un marché. Ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. Moi, je voulais juste mettre en avant ma façon de voyager depuis maintenant 25 ans. Et donc, je voulais sensibiliser les gens à voir un pays, à se déplacer de manière très différente. Un peu en mode backpacker, en fait, au final. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et puis, ça a vite marché parce qu'au bout de 2-3 ans, la presse, les médias se sont intéressés au sujet. Donc, ça n'a pas plu à tout le monde, notamment aux grands acteurs du tourisme, parce que je créais un marché, je créais un modèle économique aussi qui était inexistant à l'époque dans le monde du tourisme. Donc je me suis fait embêter, mais j'étais bien entouré, donc on a réussi à démontrer qu'en réalité notre activité était toute nouvelle, donc c'était un marché tout nouveau qui était en train d'émerger. Donc ça nous a propulsés. Je suis parti au bout de 3 ans de ma chambre de bonne dans une pépinière d'entreprise, la pépinière 27. Je la cite parce que je trouve que c'est important parce qu'à l'époque, c'était la première pépinière privée en fait, qui se créait dans Paris et surtout animée de valeurs et d'éthiques qui me sont proches, donc autour de l'éco-responsabilité. Et comme les voyages que je mettais en avant étaient autour de l'éco-responsabilité et du bien-être, ça avait du sens en fait, pour moi de me retrouver dans cette pépinière. Et il en a fait vraiment une super pépinière. En fait, c'est l'ancien directeur du magazine L'Étudiant de l'époque qui avait à Paris qui a D'accord. en fait démoli son établissement, donc là où il y avait l'imprimerie, etc., pour en faire une pépinière. Et donc, ça m'a bien aidé parce que, comme beaucoup à l'époque, parce qu'on s'est retrouvé dans un univers qui était vraiment sympa, un peu comme chez Google, quoi, quelque part. On avait une salle de muscu, et tout, c'était vraiment bien. Et on était entre acteurs qui partageaient des valeurs et une éthique commune. Donc, ça nous a vraiment permis, tout à chacun, je pense, de se développer beaucoup plus rapidement aussi, quoi. Donc, je suis passé de ma chambre de bonne à cette comme un bureau. Donc là, on s'est retrouvé à 6 assez rapidement à développer les activités. Tout ça, ça m'a amené au bout de 4 ans, pas d'arrêter, mais en tout cas de mettre de côté un peu le projet de Néo-Horizon Travel, même s'il continue à tourner, et plus à me consacrer sur l'agence Néo Bien-être qu'on a créée à l'époque, parce que j'étais pas tout à fait d'accord avec l'éthique qu'il y a dans le monde du tourisme. C'est un monde vraiment de requins. Et donc moi, ça ne me correspondait pas, j'avais pas envie d'évoluer là-dedans. Donc comme j'avais beaucoup de choses à dire dans le monde du développement personnel et des médecines douces, on a décidé de créer l'agence de communication Néo Bien-être qui accompagne les thérapeutes, les professionnels à développer leur activité depuis 17 ans maintenant. D'où ça t'est venu cette envie? C'est des convictions profondes personnelles? Ah oui, 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 c'est parce que déjà ma mère, elle tirait des cartes quand j'étais plus jeune, Ah oui, elle faisait voilà. des thèmes astrologiques.
Et comme je dis souvent, j'ai un frère qui est plus vieux que moi, qui a 50 de plus que moi, et qui est assez cartésien, et qui à l'époque, lui, avait pas forcément l'oreille qui se tendait, mais moi, je pense que ça a aiguisé ma curiosité, donc je me suis intéressé à ça sans trop le vouloir, en fait. Ça s'est Et imprégné après, naturellement. ouais, c'est ça. Et après, c'est le kung-fu, en fait. Donc, pour le coup, mon frère m'a fait découvrir le kung-fu. J'avais un tempérament à l'époque où j'avais beaucoup d'énergie à revendre et j'arrivais pas trop à la canaliser. Et donc, il m'a recommandé d'essayer. Et donc, bah, j'ai essayé. Effectivement, ça a été vraiment un super outil pour moi pour me canaliser. Comme je dis souvent, ça a été une école de la vie. En réalité, ça m'aide. J'ai vraiment le sentiment encore à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Au-delà de l'art en lui-même, ça développe plein de compétences. Et donc ça m'a amené aussi à m'intéresser à d'autres choses. Et je me rappelle de cette époque, on devait être en 95 ou 96, 97, où je tombe sur le livre La prophétie des Andes. Tu l'as lu, oui. Ah oui, Et ah qui oui. est, et qui est venu vraiment confirmer plein de choses que je pensais intuitivement ou intérieurement, des choses que je pouvais dire, mais que je ne pouvais pas forcément partager avec beaucoup de personnes, parce que sinon on se fichait de moi. Et donc ce livre aussi a été un peu comme un catalyseur, et ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres un peu dans ce secteur-là, quoi, dans la sphère du développement personnel. Mais bon, bah, si tu reviens en 95, 97, il n'y avait pas énormément de bouquins. Donc Et peut-être qu'il y avait une dizaine, une quinzaine de livres qui devaient se battre. Donc tout ça, ça m'a amené de fil en aiguille à m'intéresser à plein d'autres choses, en fait, à l'économie, à l'histoire, à plein de trucs, mais en remettant en question, en fait, ce qu'on nous disait, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis dyslexique et dysorthographique, et donc du coup, à l'époque, pendant mon parcours scolaire, les profs n'avaient pas forcément les outils pour m'accompagner, et moi, j'avais le sentiment que, à travers les lectures que je pouvais avoir, le cheminement personnel que je pouvais avoir, j'en apprenais beaucoup plus. Et donc, à 10 ans, je fais partie d'un programme scolaire. On a cette chance en fait de faire partie d'un programme scolaire où on nous fait partir pendant un mois aux États-Unis, à Milwaukee, dans une famille d'accueil, et on continue d'aller à l'école là-bas sur place américaine. Donc on continue notre scolarité, mais dans une école américaine. Et je dis cette chance parce que pour les enfants qui ont participé à ce truc-là, franchement, pour beaucoup que j'ai revu grâce à Facebook à l'époque, ça a vraiment eu un impact sur notre vie, en fait. Parce que 10 ans, c'est tôt quand même, tu vois, c'est jeune pour super être jeune. complètement t'es dissocié donc, de tes parents, t'es livré un peu à toi-même. C'est une autre école de la vie. Et je me rappelle avoir dit à mes parents, moi j'ai envie de voyager, quoi, parce que c'est génial, en fait, cette expérience de ce que j'ai vécu. Ça m'a appris beaucoup de choses. Peut-être pas avec ces mots-là, quoi, mais l'intention, elle était là. Et ils m'ont fait comprendre qu'il fallait gagner de l'argent pour ça. Donc, moi, mes parents étaient gardiens d'immeuble à l'époque. On était dans une loge qui faisait 40 mètres carrés à 4, donc je te laisse imaginer, c'est pas très grand. Mais comme on est gardien, bah, du coup, il y a plein de choses à faire en termes de ménage. Il faut s'occuper en fait des locataires, quoi. Et nous, nos locataires, c'était pas n'importe quoi. C'était plutôt des millionnaires et des milliardaires parce que on était avenue Montaigne. Donc, donc ça, c'était aussi une autre phase qui était assez étrange en fait de ma vie, c'est que bah, évidemment, moi, je sympathisais avec les enfants qui avaient dans l'immeuble, et en même temps, je rentrais dans ma loge de 40 mètres carrés, et eux, ils avaient des appartements, mais complètement disproportionnés, quoi. Donc, c'était assez étrange, mais c'était sécurisant, évidemment, pour mes parents, parce que l'école était pas loin, donc je pouvais y aller à pied. Donc, voilà aussi pourquoi là, je me suis intéressé. Et donc, ce que je voulais, c'était mettre à compétence ce que j'appelle, moi, mes excellences, là où on est tous très, très bons, on en est dans quelque chose. Et je voulais les mettre à contribution dans ce domaine-là. Je voulais parler en fait de tout ça, et parce que bah oui, en fait, il y avait encore des fausses étiquettes là-dessus, ce qui était encore le cas maintenant, mais tu étais vite étiqueté de mouvements sectaires ou de personnes un peu bikinites ou de personnes un peu bizarres parce que tu faisais des câlins aux arbres ou parce que C'est ça. donc et maintenant en plus il y a un nom, quoi, on appelle ça la cibothérapie, hein, c'est ça Psychothérapie, qui est fou, ouais, quoi. tout à fait. Et ouais, donc Tout voilà, chemin si on parcouru. fait mais oui, parce que si on fait une petite parenthèse par rapport à ce domaine-là qui est le développement personnel, moi je trouve que depuis que j'ai créé ma boîte en 2003, on a fait un pas de géant quand même. Parce qu'on parle facilement de méditation, de yoga, de sophrologie, d'hypnose, donc de sylvothérapie par exemple. Ça s'intègre dans le monde de l'entreprise et dans les écoles, alors que tout ça à l'époque c'était inimaginable. Je te dis, c'était vraiment réservé à des gens un peu bizarres, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça, voilà. C'est ce qui m'a amené à faire ça. Et donc, moi, je me considère comme un chef d'entreprise intuitif. Et donc, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, les deux films que j'ai réalisés, donc C'est quoi le bonheur pour vous et L'école de la vie, une génération pour tout changer, le festival pour l'école de la vie, qui était à l'origine un pique-nique, le congrès innovation en éducation,
le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous? Tout ça, en fait, je le fais de manière intuitive. C'est-à-dire que quand je ne sais pas comment expliquer l'intuition. En fait, c'est quelque chose qui vient, en fait, qui te parle. Moi, c'est souvent à travers des frissons que je peux avoir. En tout cas, j'écoute ce petit message, peu importe ce que c'est. D'autres vont dire que c'est ton ange gardien qui parle, d'autres vont dire que c'est une petite voix interne. Peu importe ce que c'est, moi j'écoute ça en fait depuis vraiment que je suis gamin. Et donc ça m'amène sur des chemins auxquels je n'ai pas forcément réfléchi en amont. Mais Comme je dis souvent, ce qui est important de noter aussi, ce qui semble en tout cas, c'est que du coup, tu fais confiance absolument à ce que tu ressens et tu y vas sans savoir ce que ça va devenir. Vraiment, ta confiance, la foi totale, quoi. ah oui, oui, complètement. Parce que tu vois, par exemple, pour l'histoire de réaliser un film, quand je me suis lancé dans le film C'est quoi le bonheur pour vous, Euh, je ne savais pas du tout en fait dans quoi je me lançais. Et évidemment, moi, j'ai jamais réalisé de film. Dans ma tête, intuitivement, le cinéma, c'est réservé au monde du cinéma parce que les budgets, c'est des millions et des millions d'euros. Enfin, en tout cas, ça rentrait pas dans mon champ de réalité. J'avais ce désir intime de me dire ah, ça serait génial en fait d'en faire un film, mais sans avoir de compétences, sans avoir de bagages techniques et sans avoir d'argent en fait. Donc, c'était quelque chose de très intuitif. Mais si on m'avait expliqué en fait, tout le parcours que j'ai fait à travers ce film, en termes de production, de réalisation, après de post-production, de distribution, etc. Mais je pense que je ne l'aurais pas fait, en fait, parce que c'est colossal en termes d'énergie, en termes de temps, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, c'est pareil pour le festival pour l'école de la vie. Moi, j'ai fait un pique-nique d'origine à l'époque parce que des gens ont répondu à un article que j'avais écrit autour de la création d'une école alternative. Mais si on m'avait expliqué tout ce que ça amène en termes de temps aussi et d'énergie de créer un festival, mais je pense que je ne l'aurais pas fait. Parce que ça nous prend un an de temps pour 6 personnes, quasiment à temps complet. Et c'est au-delà du temps et de l'énergie, c'est un investissement personnel en fait. Si on réagit en tant que chef d'entreprise, un festival, c'est pas du tout un modèle économique. Tu vois, si on arrive à faire un peu de bénéfice, on est très content. Mais c'est vraiment comme une espèce de don aussi pour l'humanité. En fait, ce qui nous porte depuis 5 ans avec le festival, c'est parce que ça sème des graines, on inspire des gens. On apporte une lumière en fait sur l'existant depuis peut-être 20, 30, 40 ans de tout ce qui existe dans le monde de l'éducation, parce que on ne voit pas en fait ce champ parce que les médias n'en parlent pas, donc c'est ce qui nous porte. Le congrès Innovation en éducation, ça a été une autre réflexion, là c'était plutôt pragmatique. On s'est dit que le festival, lui, il attire entre 10 et 15 000 personnes quand même de la France entière. Les tarifs sont hyper accessibles parce que c'est 10 euros par jour et tu as accès à tout en fait dans le festival. Donc ça s'adresse vraiment au grand public et à tout le monde. Et on s'était dit là, de manière pragmatique, il faut qu'on fasse quelque chose, mais plus pour le côté professionnel, avec cette intention quand même que ça s'adresse au grand public, mais on le voit depuis 3 ans, c'est quand même beaucoup d'enseignants qui viennent. Là, on faisait le 3e congrès le 29 février et le 1er mars, avant qu'il se passe tout ce qui se passe là en ce moment. Donc, on l'a échappé belle. Et on a fait une demande, tu sais, à main levée. On a dit combien il y a d'enseignants dans la salle, et il y avait plus de la moitié de la salle, c'était des enseignants. Waouh, donc, ouais, c'est hyper encourageant. Et on sait qu'au festival, sur les 10 à 15 000 personnes, il y a au moins entre 30 et 40%, c'est des enseignants qui viennent. Donc voilà, le deuxième film, L'école de la vie, une génération pour tout changer, là aussi, ça a été une réflexion pragmatique, parce que pendant un an, j'étais partout en fait avec le film C'est quoi le bonheur pour vous. En tout cas, j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie à être présent, parce que déjà, je voulais vivre cette expérience pleinement. Je trouve que c'est assez dingue d'aller voir son film au cinéma. Et même encore maintenant, quand j'y vais, je trouve ça magique de voir mon film au cinéma. Je trouve ça génial de pouvoir échanger avec un public, en plus un public qui est réceptif et qui adore le film. Donc, moi, je demande aux gens qui nous écoutent. Ça fait tellement de Mais bien, oui, parce que voilà, du coup, c'est énorme. on n'est plus habitué à. Enfin voilà, les gens ont vraiment besoin de recevoir du bien en eux. C'est un moteur, c'est voilà, Bah ouais, c'est clair. médicament. C'est clair. Et je pense que, comme je reviens au tout début en disant que je suis un simple citoyen, si n'importe qui se met à ma place et qui du jour au lendemain en fait réalise un film et qu'il a la chance en fait que ça fonctionne et qu'on l'invite dans des salles de cinéma pour discuter avec le public, avec des salles qui sont bondées, et tu dis merci la vie, quoi. Tu dis mais il faut que je continue, quoi, parce que c'est trop bien, quoi. Donc l'école de la vie, c'était le prolongement, en fait. Je me suis dit, voilà, en fait, le film, apparemment, c'est un super outil en communication pour véhiculer des informations, des messages et tout, etc. Donc, j'avais envie de faire un film autour de l'éducation. Et donc là, voilà, réflexion pragmatique. Pour le coup, je me suis dit, je vais aller voir des acteurs, donc des professionnels qui sont dans l'éducation nationale et ceux qui sont à l'extérieur, et puis on va voir ce qu'on se dit, en fait, autour de
quel pourrait être le modèle un peu idéal en termes d'éducation, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait changer, comment on pourrait accélérer le processus de changement, tout ça. Donc, dans l'école de la vie, on parle de tout ça. Parce que Et donc maintenant, j'ai envie de faire... Ouais. un de tes messages aussi principaux, c'est que tout part de l'éducation, puisque effectivement, nos enfants, c'est le monde de demain. Donc, c'est ce qui est important de voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre de nouvelles directions et trouver de nouveaux outils, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis vraiment convaincu que tout part de là. C'est comme je le dis, je crois, à un moment donné dans le film, à chaque fois que je vais quelque part, donc à l'extérieur de la France et que je reviens en France, depuis de nombreuses années, je me faisais cette réflexion en fait, en me disant, mais en fait, si tu veux que ça change, tout part de là. Parce qu'on est tous passés par un système éducatif, que ce soit le conditionnement de notre société, que ce soit l'éducation de nos parents, l'éducation qu'on a à l'école. À un moment donné, on nous transmet un savoir, on nous transmet des informations, on nous dit qu'une table, c'est une table. Enfin bref, on passe par l'éduc. Et donc, je ne sais pas si c'est un regard qui est biaisé, mais comme mon parcours scolaire a été un peu, pas chaotique, parce que je me suis amusé, moi j'ai transformé les choses en étant dyslexique. Il faut le rappeler, ce n'est pas forcément évident pour beaucoup d'entre nous de vivre cette dyslexie qu'on a à l'école, parce que c'est compliqué en fait de se sentir un peu différent des autres. C'est compliqué de voir que tu mets beaucoup d'énergie toi pour essayer de faire comme les autres, puis tu n'y arrives pas. C'est compliqué quand les profs disent bravo, Julien, moi 70 fautes d'orthographe devant toute la classe. Quand ton directeur d'établissement te dit bah, Julien, vous allez terminer SDF. Tous ces petits messages en fait, qui sont véhiculés et on l'a tout. Ouais, et en fait, on l'a tous vécu. Je sais qu'on l'a tous vécu à un moment donné, notre parcours scolaire. On a tous eu des profs ou des enseignants où tu te dis, mais il faut qu'ils changent de métier, ils ne sont pas bien dans leur peau, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et après, il faut se rappeler aussi de tous ces enseignants qui sont la majorité, qui font un job qui est juste extraordinaire. Moi, je les remercie à chaque fois quand j'ai des interviews, parce que, et je dis très souvent, mais il faut mettre, tu sais, il faudrait faire comme Vive ma vie, en fait. Il faut vivre la vie d'un enseignant pendant un mois pour comprendre en fait l'énergie qu'ils mettent dans le système. C'est incroyable. Donc, merci à tous les enseignants, merci pour ce que vous faites. Et donc oui, c'est pas forcément évident de vivre tout ça, et d'un autre côté, de se dire que on peut quand même y arriver. Moi, à un moment donné, il y a un journaliste qui a écrit un article, on peut réussir sa vie sans diplôme. Alors, moi, je prêche pas en fait pour dire qu'il faut pas de diplôme, mais par contre, en fait, il faudrait essayer de moins se mettre la pression à l'école, parce qu'apparemment, là, les enfants d'aujourd'hui ont une pression mais qui est colossale, que nous, on n'avait pas forcément, j'ai l'impression. Et puis de plus en plus tôt, et donc, en fait, ouais. apparemment, ouais. C'est ça, ouais. Et donc, voilà, oui, c'est important d'avoir des diplômes. Donc, si vous vous sentez bien en fait dans cette direction, allez-y, quoi, foncez. Mais en même temps, on peut réussir sa vie effectivement sans diplôme, quoi. C'est pas parce que tu vas pas avoir ton bac ou que tu vas rater ta vie, quoi. Ça, c'est juste pas possible. Et on a suffisamment d'exemples autour de nous de chefs d'entreprise qui ont des réussites brillantes, de personnes qui ont des réussites brillantes, peu importe ce que c'est, des artistes, etc., qui n'étaient pas bons à l'école, quoi. Là, il y a Albert Einstein qui n'est plus à l'école, Léonard de Vinci, enfin, il y en a plein. Donc, c'est pas que des paroles. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que c'est une réalité et moi, je le vis. Je pense qu'à l'époque, si on m'avait dit que j'allais vivre tout ce que je vis là depuis 17 ans, mais je l'aurais jamais cru. Parce que je pensais pas du tout en fait que j'avais ce potentiel en moi, parce qu'il y a rien en fait qui conditionne autour de toi à te dire voilà, c'est bon, tu vas y arriver, tu es fort, même si tu n'as pas de diplôme, même si tu as des compétences, etc. Il y a rien en fait autour de toi qui te porte à ça. Donc moi, ce que je pense, c'est que Julien, du coup, comme justement, tu n'as pas assez de diplômes et que tu as ce sens de l'écoute de ton instinct, tu fournis d'autant plus d'efforts, mais naturellement et volontairement avec toute la passion qui t'anime, parce que déjà, justement, il n'y a pas le diplôme, donc il y a l'envie peut-être de prouver davantage, à toi-même d'abord, je pense. Et, et voilà, c'est cette passion qui t'anime. Donc, du coup, c'est même presque pas du travail. ah non, mais du tout. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais je dis, je suis juste ce que je suis en fait. C'est ça, mais Donc, quel bonheur ce donc message. évidemment. Mm. Mais par contre, tu vois, moi j'ai eu la chance en fait de découvrir ça, de m'intéresser à ça très tôt. Et par contre, on revient à ce qu'on se disait, tout part de l'éducation. Ouais. Donc si on pouvait faire en sorte justement d'accompagner les enfants à être, tu vois, ce qu'ils sont, juste à être ce qu'ils sont. Mais là, je pense qu'on ferait, moi, comme je dis très souvent, un vrai cadeau pour l'humanité, parce que on serait des individus, donc adultes, jeunes adultes, qui seraient a priori
bien dans leur peau, bien dans leur tête, et donc du coup potentiellement qui mettraient à contribution leurs talents, ce qu'ils sont en fait pour le bien commun et pour les autres. Parce que dans cette enquête du bonheur que j'ai menée, parmi plein de paramètres, il y a quand même un paramètre qui est très important pour tendre vers le bonheur, c'est d'être utile pour les autres. À partir du moment où tu es utile pour les autres et que tu mets à contribution en fait ce que tu es pour le bien commun, du bénévolat, ce que tu veux, ce que je fais moi par exemple, eh ben, on tend vers le bonheur. Donc ça, c'est une constante qui est humaine et qui est mondiale, quoi. Donc voilà, si on peut faire en sorte d'accompagner les enfants comme ça le plus tôt possible, bah, c'est génial, tu vois, pas à maîtriser ses émotions, mais au moins à les comprendre, enfin juste à comprendre qui on est, à comprendre la vie dans laquelle on est. On ne nous apprend pas la vie, en fait. On nous apprend plein de choses, on intègre plein de savoirs dans notre cerveau, mais on ne nous apprend pas à être, tout simplement. Quel merveilleux message que tu nous livres là, merci, parce que Ouais, oui, nos enfants et nous, en fait, on grandit avec eux aussi en faisant ce cheminement-là, ces éclairages qui sont passés à travers les documentaires que tu as fait. Et ben, du coup, on se pose des questions. En allant vers nos enfants, nous, on grandit aussi avec eux. Et donc, voilà, c'est l'ensemble qui va vers un autre chemin. C'est super. Merci. c'est ça. Ouais, je t'en prie. Je t'en prie. Parmi tes questions, il y avait le fait que le film, là, C'est quoi le bonheur pour vous, soit en accès gratuit. Oui, le Et cadeau que tu tu... nous fais en ce moment. Merci. Ah bah oui, alors en fait, c'est pareil, tu vois, ça a été quelque chose de très intuitif. À la base, j'ai écrit un article et je me suis dit, tiens, je vais le rendre en accès gratuit pendant 48 heures parce que bah, c'est le moment, en fait. Les gens, ils sont chez eux, il y en a qui peuvent s'embêter, on n'est pas forcément approvisionné d'informations très positives à la télé, encore moins pendant cette période. Moi, j'ai pas de télé hein, depuis une vingtaine d'années, donc voilà, je vais choisir plutôt l'information. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, tiens, ça peut être justement le bon moment pour que les gens, voilà, ils aient au moins 1h20 dans leur journée où on parle de choses positives. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un buzz hallucinant. Mais vraiment, en fait, je voyais les chiffres de vues sur la vidéo YouTube qui montaient, mais de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait quasiment 60 000 vues par jour, en fait, sur la vidéo. Waouh, super. C'était impressionnant. Et puis donc, je lisais les commentaires, j'essayais de répondre à tout le monde, en fait, parce que bah, du coup, j'étais connecté à fond là-dessus. Je voulais être présent pendant 48 heures. Et donc, ça arrivait où, à un moment donné, un matin, j'ai pleuré de gratitude derrière mon écran. C'est venu d'un coup, et après, j'étais faire un câlin à ma chérie. Parce que c'était fort, en fait, tout ce que je lisais. Tu sais, le film, il est quand même sorti en 2017. Ouais. Donc ça fait déjà quand même 3 ans. Déjà, je trouve qu'on a eu la chance de faire 1 million de spectateurs depuis la sortie du film. Donc c'est énorme pour une production qui m'a coûté rien du tout. Et là, c'est comme si le film, en fait, Bah, il s'expanse encore plus. C'est ouais, génial. voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, en lisant les messages, les commentaires, parce qu'il y a des milliers de messages que je reçois par texto, par Messenger, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. Et en fait, je vois que ça fait le même effet que ce que ça a fait quand le film est sorti, c'est que ça leur fait beaucoup de bien, en fait, ça fait beaucoup de bien. Et tous les messages sont unanimes, quoi. Merci, je l'ai regardé en famille, je l'ai envoyé à mes grands-parents, ça nous a fait beaucoup de bien, je vais le transférer à tout le monde. Et donc, je me suis dit, bon, attends, il faut le laisser en fait totalement gratuit pendant toute la partie au mode confinement, c'est pas possible. Donc, et donc, voilà, tu vois, je m'attendais à rien, ça aussi, c'est un point qui est important, je trouve. Absolument. Et d'ailleurs, il y a un bouquin qu'on pourrait recommander, c'est les 4 accords Toltec, pour ceux qui ne Ah, connaissent pas, parce merci. que, Merci de citer ça. Ouais. oui, parce que je trouve qu'il fait partie un peu des impératifs de bouquins qu'on devrait lire. Dedans, à un moment donné, on nous parle justement de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir d'attente dans beaucoup de choses, quoi. Que ce soit dans les relations, de ne pas avoir d'attente. En fait. Parce que à partir du moment où tu as des attentes, de toute façon, tu vas être déçu, quoi qu'il arrive. Et donc, j'avais pas d'attente. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, du coup, tu vois, j'ai suivi cette intuition. Je me suis dit, bon, bah, il faut le rendre accessible pendant toute la durée. Et là, c'est génial. Je regardais encore les chiffres ce matin. Je crois qu'on est à 570 000 personnes qui ont vu le film. C'est énorme. Merci, merci la vie. Et donc maintenant, je me dis, maintenant, je vise le million. Donc, aidez-moi pour qu'il y ait 1 million de personnes. Relayons le C'est bonheur. ça. Qu'il y ait au moins 1 million de personnes qui aient vu le film pendant cette période de confinement. Du coup, on serait potentiellement au moins à 2 millions.
D'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça se trouve, on est à beaucoup plus, parce que pourquoi on a fait 1 million de spectateurs, c'est que j'ai enlevé les droits en fait des 2 films que j'ai réalisés. D'habitude, alors enlever les droits pour les gens qui connaissent pas, c'est pas le rendre gratuit en fait le film. Quand on enlève des droits, c'est que normalement, quand on projette un film, on doit payer des droits d'auteur, on doit payer Oui. des droits de SACEM en plus de la projection. Et donc moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai suivi le courant du film Demain et du film Enquête de sens, qui avait ouvert la voie, où en Oui. fait chaque citoyen peut organiser les projections. En fait, ce qu'ils ont à faire, c'est juste acheter le film. Et une fois qu'ils ont le film, ils peuvent organiser autant de projections qu'ils le souhaitent ad vitam aeternam. Ils n'auront pas de droit à payer d'auteur, de SACEM, etc. Donc, Du il coup, faut t'as bien pas faire les la chiffres. différence. Comment? Du coup, t'as peut-être pas les chiffres justes en fait. C'est bien plus que ça finalement. Exactement. Et c'est ce que je trouve génial. C'est que je me dis que le film, en fait, il nous échappe totalement depuis 3 ans. Il y en a certains qui font la démarche, qui m'envoient un mail ou un message en me disant tiens, on est en train de regarder ton film, ou hier, on a projeté ton film, c'était génial, etc. Mais évidemment, maintenant, impossible d'avoir des chiffres réels, quoi. Donc, il se peut qu'on soit à plus de 2 millions de personnes, voire beaucoup plus, hein, c'est possible. Et tant mieux. Le truc qui est génial avec ce film, c'est que tous les ans, on a la journée mondiale du bonheur qui arrive le 20 mars. Et Oui. donc, pour nous, en fait, c'est l'occasion à chaque fois De de faire un peu de relancer, com en fait autour du. bien Ouais, sûr. c'est ça, ouais. Et d'inviter les gens, à organiser les projections, à parler de cette thématique, parce que j'en parle dans le film. C'est quand même assez incroyable. Moi, quand j'ai fait ces interviews, j'ai vu qu'il y avait 3 personnes sur 4 qui étaient incapables de me donner une définition spontanément. Et ça, c'est quand même assez perturbant. En tout cas, moi, à l'époque, ça m'a perturbé. Je me suis dit, c'est fou quand même. Les gens, ils n'ont pas le temps de se poser, ils n'ont pas le temps de réfléchir à leur propre bonheur. Donc voilà. Donc là, c'est génial. Ouais, le film, il est lancé. Et donc, il y en a déjà maintenant qui me demandent si on peut rendre l'école de la vie aussi en accès gratuit. Mais bon, c'est assez compliqué. Je suis en train d'y réfléchir. Mais ce qu'il faut comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est que, bah, mine de rien, alors le film, c'est quoi le bonheur pour vous? Au début, j'ai fait ce qu'on appelle du crowdfunding. Donc, il y a 133 Kiss Kiss Bankers qui m'ont aidé. Alors, j'avais pas les notions du cinéma. Moi, à l'époque, j'ai demandé 5 000 euros. Donc, donc c'est rien. Mais bon, c'est grâce à eux que j'ai pu m'acheter une petite caméra. Tu vois, c'est grâce à eux que j'ai pu commencer à faire des voyages aussi. Donc, merci aux Kiss Kiss Bankers qui m'ont soutenu à l'époque. Mais en fait, bah, c'est largement pas assez pour tout ce que j'ai fait après par la suite. Et donc, bah, tout ça pour dire en fait que ça coûte des sous de réaliser un film. Et donc, tu vois, par exemple, j'ai fait un calcul arithmétique hier, mais je ne sais pas si c'est un bon calcul, mais je te le dis. J'ai vu qu'il y avait, donc hier, c'était 515 000 personnes qui avaient vu le film. Et en fait, j'ai multiplié ce chiffre-là par s'ils achetaient la version numérique à 15 euros. Oui. Et ça fait 8 millions d'euros. Alors, je me suis dit, est-ce que ça se dit en fait de dire, bah, tiens, j'ai fait un don de 8 millions d'euros? Est-ce que tu crois que est-ce que c'est logique comme calcul? Je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, j'ai fait ce calcul. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La notion à l'argent et par rapport au bien que ça fait, je suis pas sûre que ce Ouais, soit. hein. Ouais, non. Ouais, hein, c'est ça. Ça n'a pas de prix, le message qui est livré à l'intérieur, ça n'a pas de prix, C'est l'éducation ça. qu'on peut offrir à nos enfants, ça n'a pas de prix, enfin, un don. Enfin voilà, c'est Bah un. ouais, c'est un don, quoi. Voilà. On Donc, est d'accord. On est ça vaut d'accord. Et bien donc plus. voilà, donc Ouais. c'est ça, ouais. Et donc, bah, l'école de la vie, je sais pas encore. Déjà, on a diminué l'achat en numérique, il est à 9 euros là, en ce moment. Oui, c'est ce que j'ai Donc vu. je Ouais. me dis, c'est déjà bien, mais comme le film il est sorti en 2019, tu vois, c'est encore un peu tôt, j'ai le sentiment, pour le rendre totalement en accès libre. Donc je sais pas, mais comme je fais les choses avec intuition, on verra, hein. Peut-être que ça se trouve demain, je vais décider de le mettre en accès libre. C'est possible. Bah, il y a pas mal de projections de programmées hein, sur l'école de la vie un peu partout pour les Ouais. mois à venir. Si, enfin, la conjoncture, voilà, on va voir où ça nous mène, mais il y a Mm, des mm. projections de programmées. Ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition parce que tu parles de conjoncture et tu voulais mon point de vue. Absolument. Euh, bah, moi, j'ai plutôt tendance à voir les choses de manière positive et optimiste. En tout cas, j'aime bien ce regard-là. Ça ne veut pas dire que je suis dans un monde de bisounours ou que je ne vois pas la réalité des choses. C'est juste que je trouve que dans n'importe quelle situation, en fait, on peut porter un regard positif. Et donc, je vais juste donc te dire mon regard positif sur la situation. Moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment le bon moment, vraiment le bon moment pour tout à chacun de prendre du temps pour soi, de s'occuper des autres, en tout cas de là où ils se trouvent. S'ils sont tout seuls, bah, de s'occuper de soi. S'ils sont en famille, s'ils sont en couple, bah, de s'occuper l'un et l'autre aussi d'eux, en fait, de leur couple et tout, etc.
Euh, En fait, si tu veux, dans la vie de tous les jours, on est pris dans une espèce de frénésie. Tout va super vite, on court à droite à gauche, on n'a même pas le temps de se poser pour regarder des films intéressants, on n'a même pas le temps de se poser pour lire des bons bouquins. Enfin, on fait que procrastiner en fait dans la vie de tous les jours. On dit j'ai pas le temps. En fait, c'est juste une question de choix. Et moi, le premier, hein, il y a plein de trucs pour lesquels je dis j'ai pas le temps. En fait, c'est juste des choix que je fais dans mon quotidien, quoi. Donc, se rappeler de cette notion, d'ailleurs, c'est important de se dire en fait qu'on fait des choix. C'est juste qu'on fait des choix, mais il ne faut pas dire on n'a pas le temps, quoi. Donc, prendre ce temps-là maintenant, quelque part, il nous est imposé. Donc c'est énorme, tu vois, on est obligé de rester chez nous. On a pour le coup, on n'a pas trop le choix. Et donc, on a toute la journée pour essayer d'aller chercher de l'information positive sur le web. Et ça regorge maintenant d'informations positives. Oui. Depuis une vingtaine d'années, il n'y a que ça. Tu vas sur YouTube, tu vas sur le web, tu tapes des mots-clés intéressants. Et vous allez voir, ça fourmille en fait, d'informations super intéressantes. Donc, c'est le moment d'aller chercher de l'info positive plutôt que d'allumer sa télé en toile de fond et de subir les infos de ce qui est véhiculé là en ce moment. Donc moi, je rappelle que, comme je disais tout à l'heure, j'ai plus de télé depuis 20 ans et le souvenir que j'ai à l'époque quand je m'en suis séparé, c'est que j'avais l'impression de lâcher un boulet en fait derrière moi parce que ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas Merci changé pour déjà le l'image. constat. Ouais. Ben oui, parce que déjà à l'époque, moi, le constat que j'avais tiré, c'est que c'était anxiogène en fait. Ça me faisait plus de mal qu'autre chose, quoi. Mais j'ai mis du temps à m'en séparer de la télé, hein. Moi, je te dis, je suis un citoyen comme tout le monde. Donc à l'époque, je rentrais chez moi, j'allumais ma télé, je la mettais en toile de fond parce que j'avais l'impression que ça me faisait une compagnie en fait chez moi. Et en fait, au fur et à mesure que je m'intéressais à moi et tout dans mon cheminement, à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, déjà, il y a quand même beaucoup d'informations anxiogènes et déprimantes. Et même si je la mets en toile de fond, en fait, l'information, je l'entends, quoi. Et donc, à un moment donné, j'ai pris cette décision. Je suis tombé sur un bouquin qui est L'art de la simplicité, très bon livre, et qui m'a amené. Alors, c'est pas très grand, hein, j'étais dans un 10 mètres carrés, je te rappelle, mais bon, quand même, j'ai fait du tri en fait chez moi. j'ai jeté plein de trucs, etc., et dont la télé. Et donc, ça, pareil, en fait, quand j'ai commencé à faire ça, je m'étais libéré en fait de tous ces babioles, ces objets que je gardais de chez moi qui étaient plus des attrapes-poussières, quoi, plein de trucs comme ça. À partir du moment où je me suis libéré de ça, pareil, j'ai eu le sentiment aussi de libérer un boulet derrière moi. J'ai vraiment eu le sentiment, tu sais, que ça me faisait du bien en fait. Et donc voilà, donc je me suis séparé de ça et après, ça m'a amené forcément à m'intéresser, à aller vraiment chercher l'information et d'aller chercher de l'info positive. Donc voilà, là c'est le bon moment. L'autre côté positif, c'est que c'est évident que pour la planète, c'est juste génial. Parce que voilà, tout le monde est en pause. Moi, je ne sais pas toi, mais franchement, j'ai encore du mal là à imaginer que c'est mondial. J'ai Ouais, vraiment du je mal à m'en rends le. pas compte non plus. Ouais. Ouais. C'est compliqué, tu vois, le conceptualiser. Encore, j'arrive bien à me projeter dans l'espace, par exemple, tu vois, prendre du recul, à me projeter dans l'univers et tout, etc., à me rendre compte qu'on est une toute petite, un petit grain de sable, en fait, sur une grande plage de sable. Ça, j'y arrive. Mais me rendre compte que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est mondial, je sais pas, j'ai un peu de mal, quoi. Donc, comme c'est mondial, c'est-à-dire que la planète, elle est sur pause là en ce moment, quoi, depuis 2 semaines. Et donc, il n'y a plus de gaz à effet de serre. Tu vois, en fait, apparemment, j'ai lu des articles, c'est super bon pour la faune, pour la flore, etc. C'est comme si on redonnait vie en fait à notre planète, quoi. Et Il ça, y je a des trouve ça. cartes, il y a des cartes par rapport à la pollution, par rapport aux dauphins que l'on revoit revenir dans Tu vois. des eaux qui étaient trop troubles. Enfin, c'est extraordinaire en si peu de temps finalement par rapport Et ouais, à tout le temps où on a fait tant de mauvaises c'est choses et ça, abîmé tant c'est notre ça, planète. En c'est peu de ça. temps, c'est cadeau, quoi. Hein. Exactement, c'est cadeau. Et donc, moi, je trouve ça génial par rapport à ça. Alors, je me dis, est-ce que cette période de temps qui va durer X temps, est-ce que ça va être suffisante pour pas inverser le processus, parce que je pense qu'il faut encore un petit peu de temps, mais au moins pour injecter quelque chose de positif, tu vois, peut-être pour le freiner en fait davantage, quoi. Et j'ai envie de me dire que ça va donner aussi peut-être des idées à tous ces acteurs qui se mobilisent autour de l'environnement depuis des années et des années, à tous ces politiciens aussi qui sont directement concernés. Peut-être que justement, ça va leur donner des idées, j'ai envie de croire à ça. Voilà, là, on a constaté, on a vu que voilà, vraiment que notre impact sur notre planète, il est vraiment mauvais. On a été forcé dans le monde entier à se stopper et on a vu les côtés positifs. Donc, continuons un peu dans cette direction, quoi. Adaptons-nous parce qu'après, la vie, elle va reprendre. Je nous le souhaite qu'elle ne reprenne pas en mode carburant et que ça s'accélère davantage. Mais j'espère que voilà, on va en tirer des conclusions. En tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une accélération de prise de conscience. Donc moi, voilà, je vois ce truc-là.
Et je me dis qu'on va sortir de cette période et ça va être plutôt positif, donc sous un angle qui est le mien, quoi. Après, je ne sais pas si j'ai envie de parler des choses négatives, mais parce que je ne les vois pas forcément en fait. Enfin, après, c'est un autre discours, alors je peux te le partager. En fait, si tu veux, en fait, ça me fait un peu marrer en fait ce qui se passe, quoi. C'est que, j'allais dire, on nous fait croire. On nous fait croire en fait qu'il y a un virus qui est mortel, qui est dangereux pour l'humanité, etc. Mais on a des maladies de notre époque qui sont 10 fois plus importantes, qui font 100 fois plus de morts, euh, qui sont beaucoup plus impactantes en termes de mortalité que ce qu'on est en train de vivre. Moi, je ne suis pas médecin, hein, donc je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais bon, je rencontre suffisamment de monde en fait, dans mon parcours de vie pour au moins en parler. Donc je ne dis pas qu'il faut le prendre à la légère, loin de là, mais, euh, mais en tout cas, c'est questionnant. Moi, ça me questionne. Je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que c'est pas... enfin, très rapidement, moi, avec ma compagne, elle est naturopathe, et très rapidement, elle m'a dit, tu vas voir, je suis sûr que d'ici quelques semaines, on va nous sortir un vaccin. Et donc, ouais, parce que regarde, quand tu réfléchis, notre planète, il ne faut pas se voiler la face, tout est régi par les sous. C'est la monnaie qui dirige un peu le monde. T'imagines, demain, ils nous sortent un vaccin pour la planète entière. T'imagines les sous qu'il y a à se faire derrière? C'est jackpot. C'est jackpot. Donc moi, je suis pas dans ce que les gens pourraient peut-être dire, genre théorie du complot, etc. Je trouve que maintenant, quand les gens disent ça, on a l'impression que c'est péjoratif, etc. Mais je crois qu'il y a une vraie forme de réalité quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire ah non, c'est juste impossible, on n'est pas entouré de méchants, etc. C'est pas dire que les gens sont méchants, mais c'est plutôt être réaliste en fait, de se dire qu'on est dans une vie qui tourne autour de l'argent. Notre planète tourne autour de ça, qu'on le veuille ou non. Que si tu veux manger, il te faut de l'argent. Si tu veux avoir un toit, il te faut de l'argent. Si tu veux t'acheter des fringues, il te faut de l'argent. Globalement, tout tourne autour de ça. Donc oui, il y a des gens, et ben, leur vie, leur bonheur à eux, ben, c'est de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Et donc, pour moi, voilà, il y a cette réalité qu'il ne faut pas exclure, parce que si un jour on l'apprend, ben, moi, je ne serais pas étonné. Euh, donc, je me questionne, ouais. Je me questionne. J'entends que on nous prive d'un médicament qui, a priori, pourrait aussi déjà nous guérir les personnes qui sont atteintes. Alors que dans d'autres pays, bah, apparemment, on l'a gardé. Alors je me questionne, je me dis bah, pourquoi on l'arrête alors qu'il est à dispo, il coûte pas cher. Voilà, et puis j'essaie de faire le tri avec toutes les informations aussi qu'il véhicule. J'avoue que franchement, je vais quasiment pas du tout chercher l'info, vraiment pas, parce que si tu tapes ce mot que j'ai pas envie de citer, bah, tu verras en fait que bah, je t'entends que des morts, qu'il y a une vague de morts qui arrive, qu'on va tous mourir, et tout, etc. Donc, je ne m'abreuve pas de ce type d'informations. J'ai conscience de tout ça. Je fais ma part en essayant d'apporter du bien autour de moi. J'essaie d'être un gentil, bon petit soldat aussi en restant chez moi confiné. Euh, mais je me questionne. Voilà, Ouais, effectivement, ce qu'on peut noter, c'est ça, c'est que voilà, gardons le côté positif des choses et la question voilà, d'aller chercher nous-mêmes nos informations, voir ce qui nous parle vraiment, en fait, ce avec quoi on peut être en accord c'est et ça. ne pas subir les informations comme un entonnoir. Oui, c'est ça. Tu sais, ne pas se dire, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on entend à la télé ou à la radio. Euh, Moi, j'aime bien cette phrase de Bouddha qui dit écoute-moi, mais choisis toi-même l'info, quoi. Tu vois, fais le tri, en fait, si tu veux, quoi. Parce que oui, on est notre propre arbitre au final, quoi. Donc, t'entends trop souvent autour de toi je l'ai entendu à la télé. Et donc, on a l'impression que parce qu'on l'a entendu à la télé, donc c'est la vérité. Non, enfin, ça me paraît tellement pas logique de se dire ça, quoi. C'est comme si moi, du jour au lendemain, j'étais propriétaire d'une chaîne de télévision grosse audience et que je véhiculais que de l'information positive et je disais c'est ça la réalité des gens, quoi. Non, ce Absolument. serait pas ça la réalité. Impossible. La réalité, elle est trop compliquée en fait. Tu peux pas sur un journal qui dure, je sais pas combien de temps le journal à la télé, on va dire 20 minutes, tu peux pas en fait dire tout ce qui se passe sur la planète, c'est impossible. Impossible. Donc voilà, tout ce qui est véhiculé à travers les médias, c'est des angles très précis qui sont choisis. À mon sens, c'est choisi justement pour alimenter un peu la peur et le côté anxiogène, parce qu'on le voit bien, en fait, ça a été prouvé scientifiquement. Une population qui est sous la peur, forcément, elle est plus maîtrisable, quand on en fait un peu plus ce qu'on veut, elle est un peu plus malléable.
au choix, au vote, à la consommation, tout, etc. Voilà, c'est un mécanisme, c'est comme ça. Hein, il ne faut pas avoir fait Bac+4 pour le comprendre. Et donc, voilà, il faut vraiment se rappeler que l'information qu'on nous véhicule, elle est choisie. Donc, nous, on peut aussi choisir, du coup, l'information qu'on a envie de recevoir. Ça ne veut pas dire se couper du monde. Choisissons où on pose notre regard et où on envoie notre énergie au final. Oui, tout à fait. Bon, allez, on retourne sur du positif et sur Oui. sur demain. Dis-nous, il y a des projets en cours? Eh ben, les projets futurs, donc, comme je te le disais en fait en amont, donc, pour ceux qui ne le connaissaient pas, on organise le congrès innovation en éducation à Montpellier depuis 3 ans maintenant. Et là, cette année, nous, on fait une pause sur le deuxième événement qui existe depuis 5 ans, qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie, qu'on fait aussi à Montpellier. Cette année, il ne va pas avoir lieu le festival parce qu'on a besoin de se reposer et de souffler. Du coup, on fait le congrès innovation en éducation à Paris, en plus cette année, et on le fait le 24 et le 25 octobre dans l'espace Charenton. Donc là, ça va être une salle qui va accueillir 1100 personnes. Il y aura 26 stands. Et le principe du congrès, c'est que ce sont des conférences. Donc ça dure 2 jours, ça va être samedi et dimanche. Donc là, à Paris, on innove. C'est que le matin, de 9h à 10h30, le samedi et le dimanche, il va y avoir des débats qui vont durer donc 1h30 avec des personnalités du monde de l'éducation. Et puis après, ce sont des conférences qui durent 1 heure. Donc en gros, il y a 10 conférences et 2 débats en fait, sur les 2 jours. Et puis, on avait lancé une initiative maintenant qui remonte à 1 an et demi. Pendant 1 an, on a créé un jeu de cartes qui est inspiré du film C'est quoi le bonheur pour vous? Donc le jeu de cartes s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et donc on a terminé le jeu il y a à peu près 6 mois. Et donc là, on est dans la phase de ce qu'on appelle graphique du jeu. Donc, il devrait sortir pour quand alors peut-être le jeu de cartes? Et là, du coup, c'est un peu mis en pause. Ouais, c'est ça. Donc nous, normalement, on avait prévu que ça sorte là courant mai. Donc, à mon avis, ça va être décalé peut-être pour cet été, je pense, juillet-août. Mais c'est difficile de donner une date parce qu'on ne sait pas trop comment les choses évoluent. Donc, mais oui, je pense juillet, août, septembre, ça serait bien. Enfin, au moins avant le congrès, ça serait bien quand même. Oui. Qui sorte avant le congrès, qu'on puisse le proposer au congrès. Et donc, le jeu en lui-même, il est inspiré du film. Et notre idée, c'est qu'il y a 168 cartes avec un dé. Et l'idée, c'est d'amener en fait du bonheur au sein de l'entreprise, au sein de l'école, au sein de notre foyer, donc au sein des familles. Et on aborde en fait toute une série de questions, questions-réponses, de manière ludique. Donc on aborde le bonheur de manière ludique pour essayer d'aborder des sujets dont on ne parle pas forcément. Et puis pour donner aussi des idées, des clés. Il y a notamment, je peux le dire en scoop, il y a des cartes qu'on a appelées les 21 jours pour tendre vers le bonheur, qui sont en fait comme des objectifs, parce qu'on a réussi à démontrer scientifiquement qu'il faut 21 jours pour mettre en place une pratique pour que ça s'ancre dans notre cerveau. Donc nous, on a créé toute une série de cartes, il y a une trentaine de cartes comme ça, avec des défis qu'on a appelés les 21 jours pour tendre vers le bonheur, pour amener justement tout à chacun à tendre de plus en plus vers le bonheur. Alors, je me dis que c'est dommage qu'on n'ait pas le jeu encore chez nous parce que du coup, on aurait pu. Tu m'étonnes. Est-ce que tu as envie de nous faire un petit mot, nous partager un petit mot de la fin, un conseil, une envie, une phrase, un leitmotiv? Moi, dans mon bureau, je ne suis pas dans mon bureau, je suis chez ma compagne. Dans mon bureau, j'ai un cadre où il y a marqué « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » de Gandhi. Et ça, c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. Je trouve en fait que cette citation, elle résume tout. C'est-à-dire que vous qui nous écoutez, si vous avez envie que votre univers change, que le monde change, commencez déjà vous aussi par changer, en tout cas par incarner le changement que vous avez envie de voir. Et ça, c'est une vraie démarche parce que c'est même une responsabilité citoyenne. On a vraiment ce devoir, en fait, tout à chacun, d'essayer de prendre soin de soi. Et comme on ne nous l'a pas appris, on ne nous l'a pas éduqué, évidemment, c'est tout un déconditionnement qu'on doit opérer. Et le premier pas, peut-être, c'est avec aujourd'hui, en écoutant, ça se trouve, cette vidéo, c'est de faire le premier pas, en fait, le premier petit déclic, de dire, OK, demain, je fais un peu de Tabata ou de workout le matin en me réveillant. Demain, je ne sais pas, je vais faire une marche rapide parce que j'ai le droit de marcher 1 kilomètre autour de là où je suis. Ou je prends une douche froide. Ou je prends une douche froide, par exemple. Enfin voilà, ce premier pas où je dis, voilà, maintenant, je m'occupe de moi. Et une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, c'est le bon moment en ce moment parce que quelque part, on a un peu que ça à faire. Donc voilà, soit le changement que tu as envie de voir de monde, je trouve que ça prend tout son sens là en ce moment. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour le sourire, merci pour l'espoir, merci pour le bonheur. Avec plaisir.
Et puis, au plaisir de t'entendre à nouveau, Julien. Et de toute façon, on retrouve toutes tes activités et ton actualité. Je mets les liens et les informations voilà, dans les onglets qui tournent autour de la vidéo. Voilà. Ça Merci marche. beaucoup. Merci à toi, Karine. À bientôt. Vibrons haut et fort. À bientôt.